Un seul titre dans cette édition d'information, les transporteurs terrestres qui signent et persistent qu'ils ne prendront pas part à la formation organisée par le ministère des Transports. Pour ces derniers, les objectifs de cette formation professionnelle ne sont pas clairement établis. Ce sera avec Arnaud Mbabekung et Marielle Ocom. Mesdames et messieurs, merci encore pour votre confiance sans cesse à renouveler au programme de TVS et merci de nous recevoir chez vous. Habiter un quartier UP pourrait-il créer un certain complexe chez les uns et les autres? Allons-y en savoir plus dans ce reportage que nous propose Fabiola Mengue. Pourquoi faire des préjugés sur des habitants des quartiers dits sous-intégrés qui constituent un même pays, étant donné que certaines populations y habitent depuis de nombreuses années? Depuis que nous sommes là, nous ne connaissons pas trop de problèmes, nous vivons même bien, autant que ceux qui sont dans les quartiers UP. Donc il n'y a pas tellement de problèmes en tant que tel. On ne partage pas tellement ces habitudes parce que dans ce quartier, par exemple, il y a beaucoup de maisons qui sont bien construites et je vois que les gens ont un certain niveau de vie, même mieux que ceux qui sont dans les quartiers UP de la place. Donc je ne partage pas trop ce point de vue. Si d'autres quartiers présentent un visage reluisant que d'autres, est-ce la faute des Gabonais? Je réponds tout simplement que c'est une fausse hypothèse. C'est archi faux parce que tout simplement, être dans un quartier sous-intégré, ce n'est pas la faute du citoyen. C'est la faute des gouvernants qui devraient urbaniser le quartier et faire en sorte qu'il y ait l'accès à l'eau, à l'électricité et tout ce qui en suit. Donc c'est une fausse vision. Comment expliquer que le gouvernement préfère urbaniser certains quartiers dits résidentiels où ils résident que d'autres où pour la plupart leurs familles y habitent? Le sempiternel problème de basse classe et vice-versa ne finira sûrement jamais dans notre pays à en croire les différents comportements. Par faute de moyens financiers, certaines populations économiquement faibles n'hésitent pas de construire sur des terrains à risque. Une situation qui n'inquiète guère les pouvoirs publics. C'est ce que nous rapportent ici nos reporters dans ce reportage. Le Gabon est un pays béni de Dieu, a-t-on coutume d'entendre dire, au regard des richesses que regorge sa faune, sa flore et son sous-sol. Cependant, force est de constater la mauvaise redistribution de ces richesses sur l'ensemble de la population, ce qui laisse entrevoir une précarité à n'en point finir, et ce sont ceux issus de la basse classe qui en payent toujours le lourd tribut. Pour preuve, les logements qu'ils occupent laissent à désirer. Des maisons construites avec des matériaux de récupération, parfois sur des sites à haut risque tels qu'OP-Cassette, parce que ne possédant pas assez de moyens financiers pour s'acheter un lopin de terre dans les zones viabilisées. L'indifférence des pouvoirs publics face à cet état de fait est mise à l'index par la population. Nos chefs ne veulent pas nous visiter, nous dans les bas-fonds, ils veulent seulement arranger les autres bas-fonds. Mais ici, là, on ne nous visite pas. Regarde-moi, quand ils savent faire, le vent prend, et puis je colle les tôles. Jamais que le chef est venu dire que oh, vous faites comment? C'est nous-mêmes qui démerdons tout comme je suis veuve. Mon mari est mort. Je souffre là avec les enfants là. Et j'ai pris cela. Heureusement que j'ai pris. C'est Dieu qui me soutient, même la vieille maison là. On ne sait pas comment vivre. Hein? À vous demander, ils viennent ici là pour faire les recensements. On va venir vous faire comme ça. Rien. On demande seulement que le temps nous aide. Dans les cas comme ça, regarde, les poteaux, machin là, ils viennent. Quand on leur dit de couper ça, ils coupent un peu et puis ils partent. Oh. Mais coupez les branches là, c'est vous qui êtes là pour les services, les machins. Quand les tonnerres là, devaient même venir là me tuer dans la maison là. Ça avait, tu vois le cocotier là, c'était les tonnerres là qui est venu frapper là. Oh. Heureusement, la chance, Dieu est dit. J'ai pris un bon Dieu. La construction des logements sociaux était une lueur d'espoir pour ces familles économiquement faibles. Mais aujourd'hui, ceux qui devraient en réalité bénéficier de ces logements ont tout simplement été écartés. Une situation qui devrait être résolue à la base par les autorités compétentes. Et plus encore, par les émergents, qui scandent au quotidien l'égalité des chances entre tous les fils et filles de la maison qu'est le Gabon. En éducation, l'examen du brevet de technicien vient de s'achever au lycée technique Jean-Fidèle Otando de Port-Gentil. Occasion pour les organisateurs de dresser le bilan qui plutôt semble satisfaisant. Les précisions avec nos confrères de Média Plus. C'est une période de fin de l'année scolaire 2016-2017
qui, comme à l'accoutumée, abrite une diversité d'examens officiels organisés à travers l'ensemble du territoire gabonais, à l'occurrence le brevet de technicien, tenu récemment au lycée technique Jean-Fidèle Otondo de Port-Gentil, retenu comme principal centre du dit examen pour le compte de la province de l'Ogooué-Maritime. Après avoir été évalué en 2 séances successives, notamment les soutenances de rapports de stage et les épreuves écrites, les candidats en lice pour ce sésame viennent de valider leur session 2017 à travers un bilan que même le chef des travaux en charge du cycle professionnel du dit établissement secondaire juge satisfaisant dans son ensemble. Nous avions 20 candidats officiels et 2 candidats libres qui ont participé à cet examen, donc 11 en froid et climatisation et 11 en maintenance moteur diesel. Pour ce qui est des résultats, au premier tour, nous avons enregistré pour le froid et climatisation un taux de réussite de 8 sur les 11, et en maintenance moteur diesel, nous avons obtenu 3 candidats qui ont été admis. Donc le reste était admissible, dont une candidate, comme j'ai dit, qui a été ajournée pour le premier tour. Et au second tour, dans l'ensemble, comme j'ai dit, il y a eu 100% de réussite. Sur un effectif de 20 élèves officiels, donc 19 ont décroché leur examen, une a été ajournée, elle reviendra l'année prochaine. Ensuite, pour les 2 candidats libres, il faut dire qu'il y a un qui revenait juste pour la soutenance, donc dès la soutenance, il a validé. Et celui qui venait pour le compte de la promotion sociale, qui a passé le premier et le second tour, qui a réussi. Tout en rappelant que le brevet de technicien, comme le baccalauréat, est un diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires passées durant 3 ans au lycée technique, qui ont déjà une vue d'esprit de l'entreprise, sont désormais à la portée des opérateurs économiques afin de faire valoir leurs connaissances acquises. Rien à voir avec ce qui précède la vie chère au Gabon, un sujet qui suscite de nombreuses conversations à Libreville et ses environs. L'origine de cette difficulté, selon les acteurs de la société gabonaise, la société civile gabonaise, n'est autre que le non-respect des textes réglementant le secteur des transports. Nous écoutons le président de l'un des syndicats qui est au micro de Frem Biogezo. Dans le cadre de la concession, nous avons la loi 8 sur l'orientation professionnelle. Nous avons la loi 9 sur la formation professionnelle. Nous avons le décret 1141 sur le Fonds national. Ce qui revient à dire que c'est le gouvernement qui devait prendre en charge la formation professionnelle. Mais nous n'avons pas le droit de sortir de l'argent de nos poches. Ce n'est pas du tout normal. Et je dis à ce niveau, dans le cadre de concession du service public au niveau de la formation professionnelle, c'est la loi 15/2001. Donc vous voyez que le syndicaliste que je suis, j'ai les preuves. Je parle avec des supports. Pour que l'opinion sache effectivement qu'il y a une réalité, vous devez avoir des supports. Quand certaines personnes ont pris l'habitude au niveau des affaires, sans pour autant qu'il y ait une visibilité, il est tout à fait normal que certains se comportent de cette manière. Mais nous sommes dans un état de droit. Nous devons laisser nos vieilles habitudes. Nous avons un problème de gestion. Et aujourd'hui, le malaise de notre pays date depuis 1971-72. Parce que jusqu'à ce jour, lorsqu'on parle de code de transport, le code de transport a une validité de licence de 5 ans. Dans le paragraphe 4, il est clair, parce que la loi 3/71 du 5 juin 1971 réglementant les transports, la loi elle est claire, elle n'a jamais été respectée. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont venus au ministère des Transports, quels que soient les arrêtés qui ont été pris, n'ont jamais été visités par le ministère de l'économie. Ça n'a jamais été visité. Cela fera l'objet, je vous ferai la présentation de ces arrêtés. Mais aujourd'hui, en ce qui me concerne, comme on le dit généralement, lorsque vous êtes face au gouvernement, il ne vous est pas permis de remettre tous les éléments que vous avez. Nous avons saisi M. le Premier ministre, justement, qui va nous recevoir avec le ministre des Transports, mais nous disons aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'actes qui sont posés et nous ne sommes pas du tout d'accord. Et il va falloir que le grand public soit au courant et informé. Je vous l'annonçais en titre, la coalition des transporteurs du Gabon poursuit sa tournée sur les différents sites d'embarcation dans le souci de dire non à la formation professionnelle initiée à leur endroit. Nous écoutons l'un des responsables au micro de Marielle Ecom face à la caméra de Jean-Luc Bourreau.
Même son de cloche au Silteg, c'est encore un sentiment de colère qui animait les transporteurs fédérés au sein du syndicat libre de transporteurs terrestres du Gabon. Ils ont à nouveau exprimé cette colère ce matin au cours d'une assemblée générale à laquelle prenaient part Arnaud Babekong et Bertrand Koumileka. C'est au rythme de cette onomatopée inspirée du chant des crapauds que les transporteurs ont à nouveau exprimé leur opposition farouche et déterminée de participer à la formation professionnelle qui se profile à l'horizon à l'initiative conjointe de la tutelle et de la Direction générale des transports terrestres. L'Assemblée générale de ce matin fait suite à la rencontre la veille entre la tutelle et le Siltec où il a été question pour la tutelle de commencer le processus par l'établissement d'une carte professionnelle, ce qu'a refusé le président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, préférant plutôt se référer à la base. Le motif de cette Assemblée générale, c'était de nous concerter avec l'ensemble de nos adhérents après le premier contact qu'il y a eu hier avec le ministère des Transports. Il était question de leur faire le compte rendu et ensemble d'adopter une position commune. Et la position que nous avons adoptée aujourd'hui, elle est invariable. Nous pensons que le secteur des transports terrestres ploie aujourd'hui sous le poids de charges multiples, les questions de raquettes avec la police et la gendarmerie, les questions de hausse exponentielle des charges avec les mairies, les questions de tracasseries de tout genre. Et nous pensons que le temps n'est pas opportun pour qu'on vienne ajouter une autre grosse contrainte qui va carrément asphyxier le secteur des transports, alors que les problèmes que je viens de citer ne sont pas d'abord eux-mêmes réglés. Et que les transporteurs ont d'énormes difficultés aujourd'hui à exercer leur métier. Donc nous demandons, la position qui est restée invariable, c'est que nous refusons tout processus de formation pour l'instant, parce que le scénario est incohérent et parce que la situation ne s'y prête pas. Nous refusons même l'urgence d'une carte de transporteur aujourd'hui, alors qu'il y a d'autres problèmes qu'il faut régler. Et nous demandons à Madame le ministre, tout simplement, c'est la même position que nous avons depuis le départ, d'annuler ce processus, d'annuler cette procédure et de procéder d'abord à l'assainissement du secteur des transports avant d'ajouter d'autres contraintes qui viendront asphyxier le secteur. Cette détermination n'est pas pour faire front au ministère, a réaffirmé le Jean-Robert Meunier, avant de poursuivre qu'elle se justifie par contre par le souci de faire évoluer ce secteur d'activité en but à d'énormes difficultés. Toutefois, le Silteg dit se réserver le droit d'entrer en grève générale illimitée si la tutelle venait à mettre à exécution ce projet. Sur un tout autre plan, c'est dans l'optique de venir en aide aux personnes porteuses de projets que Gabriel Tchongo a procédé à l'installation de la plateforme de pilotage qui devra recenser toutes ces personnes. C'est ce que nous rapportent ici nos confrères de Mediapolis. C'est suite à son engagement visant à octroyer des microcrédits aux personnes porteuses de projets, initié au mois d'avril dernier, que l'honorable Gabriel Tchongo était face aux membres de l'association La Vision Tchongo à son siège Sizo-Carrefour Tonda en vue de procéder à l'installation de la plateforme de pilotage du dit projet sous forme d'incubateur. S'agissant du procédé, le président a fait ses précisions. Nous partons sur 10 projets avec les 10 millions que M. Tchongo va mettre à disposition pour voir comment les PME vont se comporter pour cette première subvention. Pour monter le dossier, il faut déjà vous rendre au QG de la Vision Tchongo, 6 au Carrefour Tonda. Vous allez retirer une fiche qui va vous présenter les différents éléments à fournir pour la constitution du dossier. Une fois le dossier est constitué, vous revenez le déposer à notre QG. Ensuite, votre dossier va passer sur l'analyse par ceux qui sont chargés de la commission gestion de projet. Une fois votre dossier est passé par la commission de gestion de projet, nous allons vous appeler pour vous dire que votre dossier a été retenu. Le souvenir des échecs observés lors des précédentes actions allant en ce sens a permis de mettre en place des mécanismes fiables en matière de contrôle. Il faut dire que la particularité déjà de cette plateforme, c'est que elle est donc constituée de plusieurs éléments, notamment déjà un bureau d'études qui aura pour responsabilité de vraiment veiller à ce que les projets correspondent aux véritables besoins sur le terrain. Ça, c'est le premier élément qui est très important. Le second, il y a un organe de formation qui sera donc là pour permettre à ce que les porteurs de projets développent les compétences nécessaires pour mener à bien leurs activités.
Et après, troisièmement, il y a un troisième organe qui a été créé, qui est un organe de contrôle et suivi des projets sur le terrain. De telle sorte que si on se rend compte qu'un porteur de projet ne peut plus mener à bien son projet, on peut encore rapidement sauver les fonds investis en positionnant un autre porteur de projet sur le même projet. Comme toute institution qui se veut sérieuse, il y a un code de principe. Vous vous pliez simplement au code et alors vous êtes validé. Si vous ne vous pliez pas au code, vous êtes simplement rejeté. Face à ceux qui pensent à l'éventuelle gratuité de ce projet, l'initiateur a tenu à lever l'équivoque. Nous sommes obligés de souligner cela parce que, vous savez, beaucoup de choses ont été faites dans ce pays. Avant moi, même par les plus hautes autorités de ce pays, en tête desquelles le président de la République actuelle et le défunt, que Dieu protège son âme. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années derrière, la BGD avait été dotée par un fonds qui devait permettre de soutenir les initiatives de compatriotes. Et plusieurs personnes d'ailleurs ont bénéficié et ont présenté des dossiers et tout ceci est resté lettre morte parce que finalement en fait on n'avait pas la culture entrepreneuriale. L'installation symbolique du président de la plateforme a constitué le point fort de cette rencontre. L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. Allons d'abord en France, allant d'un bout à un autre sur le long des autoroutes. Ces hommes, femmes et enfants errent et ne savent plus à quel sens se vouer, ayant pour seule information des panneaux intitulés « Famille syrienne ». Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Porte de Pantin à Paris, c'est l'heure de pointe. Un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants s'est installé là. Ils arborent panneaux famille syrienne. Entre les pots d'échappement toute la journée, Ali fait la manche. Je viens pas ici tous les jours. Je viens une journée sur deux. Un jour je me repose et un jour je viens. On demande de l'aide. Parce que notre pays a été détruit et qu'on voudrait dormir à l'hôtel. Un réfugié kurde syrien assiste à la scène. Il nous interpelle. Écoute, les Syriens ne font pas la manche. Les Syriens cherchent à travailler. Regarde, moi je suis Syrien. Je suis venu en France, mon frère aussi. On n'a jamais fait la manche. C'est vrai qu'il y a des pauvres gens. Mais eux ils disent, s'il vous plaît, donnez-moi à manger. Et ça c'est décevant. Difficile pour lui d'admettre que ces personnes sont bien syriennes. C'est pourtant le cas. Elles appartiennent à la communauté des Dom, une minorité qui a fui la guerre. Ce sociologue étudie leur cas depuis leur arrivée à Paris en 2014. Les Dom, c'est ce qu'on pourrait appeler les Roms du Moyen-Orient. On estime à peu près qu'il serait 70 000 personnes donc, vivant en Syrie. Leur particularité, et c'est ce qui fait leur identité, c'est qu'ils partagent une langue qui s'appelle le Domari. Une minorité très pauvre, discriminée en Syrie. En France, leur situation ne s'améliore pas. La difficulté pour eux, c'est qu'ils n'ont pas une forte culture administrative, vu que déjà en Syrie, ils étaient fortement discriminés. Donc ils connaissent peu souvent les procédures, notamment pour les demandes d'asile, et ont tendance à essayer de se débrouiller un petit peu par eux-mêmes, avec l'activité rémunératrice la plus accessible, c'est-à-dire la mendicité. Seuls quelques-uns ont déposé une demande d'asile. En tant que Syriens, ils ont pourtant de grandes chances d'obtenir un titre de séjour. Et au Brésil, l'émotion était à son comble au sortir du vote des députés sur les 513 membres de la Chambre basse du Parlement brésilien. Les députés opposants n'ont pas pu atteindre le nombre de voix nécessaires afin de poursuivre l'actuel président en procès. C'est ce que nous rapportent ici nos confrères de la presse internationale. À l'issue d'un vote extrêmement tendu au Parlement, sur les 513 membres de la Chambre basse, les députés de l'opposition n'ont pas réussi à rassembler la majorité des 2/3 nécessaires à l'ouverture d'un procès contre le chef de l'État. Ce dernier a rapidement réagi dans une allocution où il a salué le vote des députés. La décision souveraine du Parlement n'est pas une victoire personnelle. C'est une victoire pour l'État de droit, pour nos institutions et notre Constitution. Michel Temer échappe donc à un jugement devant la Cour suprême qui aurait pu l'inculper et l'écarter du pouvoir, alors qu'il est mis en accusation dans une affaire de corruption. Le président brésilien est soupçonné d'avoir reçu des millions d'euros de pots de vin de la part d'un géant de l'agroalimentaire, lui-même impliqué dans le scandale Petrobras qui secoue le pays. Michel Temer jouait avec ce vote sa survie politique et il a œuvré en coulisses pour s'assurer du soutien d'une majorité de députés, y compris parmi ses adversaires.
Très impopulaire, le chef de l'État a dû faire face à des manifestations devant le Congrès lors du vote. Des opposants qui n'ont toujours pas digéré la destitution de l'ancienne présidente Dilma Rousseff. Ils doivent faire ce que le peuple attend d'eux. Ils doivent dire non au président Temer qui doit être jugé pour ses crimes. Malgré ses ennuis judiciaires, Michel Temer s'est dit déterminé à aller au bout de son mandat. Objectif d'ici octobre 2018, redresser son pays, plombé depuis 2 ans par une récession historique. De retour à Libreville et avant de nous dire au revoir à votre rubrique Expression libre, voici la question qui vous a été posée. Le 17 août prochain, le Gabon célébrera combien d'années d'indépendance? Les éléments de réponse au micro de Psaume Ayant face à la caméra de Jean-Luc Bourebou. Il fallait tout simplement nous proposer comme élément de réponse à 57 années d'indépendance. Sur cette note que se referme cette édition d'information, les cadres étaient assurés par Bertrand Koumileka, la réalisation par l'incontournable David Mitela. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et bonne suite au programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.